Alors, j'ai deux solutions. Soit je donne toutes les questions d'un coup et à tous les conférenciers à la fois. Je crois que ça serait un peu trop compliqué. Il me semble que c'est plus intéressant d'adresser les questions aux conférenciers les uns après les autres en fonction de leur intervention. Alors, concernant la première intervention, c'est-à-dire celle de Monsieur Nevicato, je regarde dans ma liste de questions, je n'ai pas de questions de la part de ceux qui écoutent à travers YouTube, mais moi j'avais des questions personnellement, et si d'autres gens autour de moi en ont, vous pouvez les poser directement. Donc, moi je vais poser deux ou trois petites questions rapidement à M. Nevicato. La première, c'est, vous avez présenté l'ensemble du spectre de ce qu'il faut faire pour réduire le CO2, mais vous n'avez pas fait des hiérarchisations. Je crois qu'il serait quand même important qu'on mette le paquet sur les endroits où il y a le plus de sources émettrices de CO2 avant de s'attaquer à des petites niches, à des endroits où il n'y a pas beaucoup de CO2 qui sont émis. Ça, c'était ma première question. La deuxième question est plus technique. Vous avez parlé de travailler dans des raffineries sans torchère. Je me pose la question de la sécurité. Et puis la troisième question, c'est quoi les puits de carbone pour votre société totale? Voilà, à vous, monsieur Nevicato. Oui, donc sur la hiérarchisation, en fait, je dirais il y a différentes stratégies nationales et régionales qui définissent la hiérarchisation en termes de captage et de réduction des émissions de CO2. Et ça dépend, c'est vrai, énormément des contextes. Donc c'est vrai que en ce qui nous, chez Total, clairement, on envisage différentes solutions pour nos activités. Ça passe bien sûr par le développement d'énergies renouvelables, l'électrification, la réduction des émissions fugitives de méthane, et je dirais au final, sur les émissions de CO2 résiduelles par le captage et le stockage de CO2 ou la réutilisation du CO2. Mais je dirais que cette hiérarchisation, en fait, elle est propre à chaque entreprise et à chaque pays selon leur stratégie. On parlait oui, sur les torchères. En fait, je n'ai pas parlé de supprimer les torchères des raffineries, c'est surtout supprimer les émissions fugitives de méthane. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Et dans le cadre de l'amélioration de nos opérations, de limiter au maximum le torchage. Et là, ça concerne essentiellement l'exploitation en amont, pétrolière et gazière. Et enfin, le troisième point à propos des puits de carbone. Aujourd'hui, je dirais, il y a deux types de puits de carbone. Il y a les puits naturels. Et donc là, on retrouve tout ce qui est agroforesterie, forestation. Et Total, aujourd'hui, investit à travers une business unit aux alentours de 100 millions de dollars par an. Et de l'autre côté, il y a les puits technologiques dans lesquels on retrouve le CCUS. Et là, pareil, Total investit de l'ordre de 100 millions de dollars par an, que ce soit en R&D ou dans le cadre de projets industriels. Merci. Je vais passer aux questions qui s'adressent à Madame Santos Moreau. Alors là, j'en ai de la part du réseau, et puis j'en ai moi aussi. Alors la première vient de Monsieur Giard. Du fait du Covid, le démonstrateur a-t-il pris du retard? La deuxième vient de Madame Balivet. Quelles sont les perspectives d'extrapolation du procédé 3D aux cimenteries? La troisième, qui vient de Monsieur Jean Pelin. Quels sont les coûts prévus par tonne de CO2 en CAPEX et OPEX? Voilà, ça c'est la première série de questions. Et puis moi j'ai deux questions. La première c'est, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du solvant lui-même, ou bien c'est un secret de l'IFP? Et puis le fameux solvant DMX. Et puis il y a un problème quand même, parce que c'est quand même des procédés qui sont assez anciens, l'extraction par les amines du CO2. Et le problème auquel se sont heurtées les personnes qui travaillaient là-dessus, c'était surtout les impuretés contenues dans ces fumées, autres que le CO2, et qui empoisonnaient en général ces amines, et le recyclage avec une durée de vie assez courte. Et comment vous avez résolu ce problème que les impuretés ne se mélangent pas ou ne se stockent pas dans le solvant? Voilà. Oui, merci. Je suis contente d'avoir autant de questions. Sur le retard concernant le Covid, nous n'avons pas pris de retard concernant le Covid parce que, par chance,
En fait, nous sommes à la phase de passage de commande. On était en plein Covid, à la phase passage de commande pour le démonstrateur. Et ça, c'était du travail d'engineering qui était fait chez nous. Donc, on n'a pas eu de retard par rapport à ça. Si on était dans une phase de construction et de connexion sur site, ça, peut-être, ça aurait pas été la même histoire. Mais la phase, elle était plutôt bien. Il y avait Axens qui faisait la partie engineering, on travaille avec ArcelorMittal. Donc, nous n'avons pas de retard lié au Covid. Concernant la question des cimenteries, en fait, nous voyons de plus en plus des cimentiers venir nous voir, ou même contacter Axens, parce qu'ils se préoccupent sur le captage de CO2 dans les cimenteries. Donc, ça nous a motivés à faire des études complémentaires. Et ça veut dire la RI, elle ne s'arrête pas avec le projet 3D. Et actuellement, nous sommes en train de faire des tests avec des concentrations plus fortes en oxygène, avec plus de SOx et de NOx, pour pouvoir adapter le procédé DMX au cas cimentier. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que, c'est ce que j'ai expliqué dans la présentation, en parallèle au projet 3D, il y a un projet français qui s'appelle Dynamix, et avec l'ADEME, l'objectif c'est vraiment ça, c'est voir l'application du procédé DMX à d'autres émetteurs, et la cimenterie fait partie, ça fait partie des cas que nous voulons étudier et aussi qu'on veut viser, parce qu'on veut vendre le DMX à des sidérurgistes, mais à des cimentiers aussi, à des producteurs de chaux, etc. Après, concernant le solvant, le solvant, c'est un solvant qui a été développé par l'IFPON. Donc, sa composition, bien sûr, c'est secret. C'est la base du travail que nous faisons. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un solvant aux amines. C'est un solvant qui a une particularité qui est assez intéressante, c'est qu'en certaines conditions de température et de concentration de CO2, il va démixer. Ça veut dire qu'on va avoir la formation de deux phases, une phase qui va être… Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, nous allons avoir une phase qui est très chargée en CO2 et une phase qui va être plutôt légère en CO2. Et ça a un vrai intérêt parce que ça nous permet de séparer le solvant et d'envoyer à le régénérateur que la partie chargée. Et ça, c'est extrêmement astucieux et intéressant. C'est ce qu'on appelle un solvant dimixant. Par rapport aux impuretés, j'ai parlé un petit peu dans le cas cimentier. Donc, le cas sidérurgique, c'est le cas idéal de démonstration parce que nous n'avons pas tout ce qui est nocif aux amines. Le DMX, c'est une amine. Donc, en étant une amine, une amine est toujours sensible à l'oxygène et à la présence de SOx et de NOx. C'est les principaux impuretés importantes. Il y a aussi le CO. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'on a fait des tests par le passé et en fait, le CO n'est pas un contaminant, une impureté qui conduit à une dégradation du solvant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'oxygène, on sait qu'il y a une dégradation, mais nous sommes actuellement en train de faire des tests et ce qu'on voit, c'est qu'on a une dégradation très faible avec le DMX. Donc, ce qui est extrêmement intéressant. Et avec des SOx et des NOx, on sait que les SOx et les NOx aussi, pareil, ça peut être un contaminant, mais ce que nous proposons, c'est quand le niveau de SOx et NOx est élevé, c'est de mettre un des NOx et un des SOx et après mettre le procédé de captage. Merci. Il y avait oui. aussi une question pour le coût du CO2. Oui. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait au niveau des études technico-économiques quand on a un cas, sidérurgique, un cas cimentier, etc. En fait, l'objectif, c'est vraiment avoir un coût de captage seulement inférieur à 40 € par tonne de CO2. Ça, c'est l'objectif. On sait qu'on peut, il y a des études technico-économiques qui ont montré qu'on peut descendre même à 30 si on arrive à produire de la vapeur sur site. Par exemple, en produisant de la vapeur, par exemple dans un site sidérurgique, c'est possible de produire de la vapeur et donc le coût il peut encore réduire. Ce qui est important de savoir, c'est que ces coûts ils dépendent
très fortement de l'émetteur, de la présence ou pas de vapeur sur site, de production de vapeur sur site, de besoin d'un désox, un dénox. Et ça, c'est avant d'avancer à un coût par émetteur, il faut vraiment faire une étude technico-économique qui nous permettra d'avoir un chiffre plus affiné. Vous avez d'autres questions? Oui, je viens juste d'être coupé, mais par chance, je viens de rétablir La communication. la chose. Juste, permettez-moi juste une petite seconde de remettre mon ordinateur en route. Voilà, ça y est, j'y suis. Non, je n'ai pas d'autres questions pour vous. En revanche, j'ai une tonne de questions pour Régis. Alors, je vais les couper en deux, ces questions, parce qu'il y en a trop nombreuses pour que tu aies le temps de les noter et d'y répondre. Alors, je commence par une question de M. Charles Kappenstein. Alors, il te remercie. Merci Régis pour la présentation fort intéressante. Quel est le coût énergétique approximatif des deux procédés que tu as présentés là, par tonne de CO2 capté? La deuxième question, toujours de la même personne. La demande en électricité bas carbone à prix compétitif signifie-t-elle un accroissement important du nombre de centrales nucléaires troisième génération et le développement de la quatrième génération? Ensuite, une question de M. Topi. Quelles sont les sociétés les plus en avance dans la capture directe? Peut-il développer ce que fit Global Thermostat et quid de Fuel Cell Energy ou de Mosaic Materials? Je pose encore une question, puis ensuite je passerai aux autres. Donc, il y a un remerciement. Marc, ton micro est coupé. Comment ça se fait que j'ai des coupures automatiques? C'est qui me les coupe là? Jusqu'où tu as entendu? J'ai entendu jusqu'à Mosaic, les autres startups qui est Fuel Cell et Mosaic. D'accord. Donc ensuite, merci Monsieur Mizou qui te remercie pour cette excellente analyse de l'état de ces technologies. Et puis la dernière question, et ensuite on passera aux autres, de Daniel Balivet. Le procédé de capture directe de l'air peut-il être stop and go, c'est-à-dire couplé avec les prix négatifs de l'électricité renouvelable? Voilà, si tu peux répondre à cette première série de questions. Ok. Alors, d'abord sur le coût énergétique, ce que je peux vous communiquer, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, hein, dans ce qui est donné ouvert. Donc, on est à peu près entre 5 à 10 gigajoules par tonne de CO2, sachant que les startups font des progrès très rapides pour arriver à faire décroître cette consommation d'énergie. C'est ce que j'ai dit, plus on va développer de pilotes, plus on va optimiser le procédé et plus on va être capable de réduire cette consommation d'énergie. Elle reste encore effectivement extrêmement élevée, mais je pense réellement qu'il y a de la place pour la réduire de manière significative. Alors, pour répondre à la question sur l'électricité, je ne me positionnerai pas sur comment générer cette électricité bas carbone, mais il est sûr que la transition environnementale passe par cette génération d'électricité bas carbone à un coût compétitif. Donc, il y a diverses possibilités, hein, évidemment les énergies renouvelables, même si on regarde bien quand même actuellement, le PV a un impact carbone qui est très significatif du fait que les panneaux sont fabriqués en Chine. Hein, donc, si on prend en compte le coût carbone de la production des panneaux solaires, on est autour de 80 grammes le kilowattheure, hein, ce qui est quand même très important. Mais de manière générale, il est clair qu'il va falloir être capable de générer de l'électricité renouvelable en très grande quantité. Le nucléaire fait partie de ces technologies qui permettent de produire de l'électricité bas carbone. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus, mais il est clair, encore une fois, que la transition énergétique ne se fera pas sans le développement de cette énergie, de cette électricité bas carbone à coût relativement faible. Stop and go. Alors, sur le procédé Global Thermostat Climeworks, on peut faire du stop and go.
c'est possible parce qu'en fait, le procédé le permet. Et j'allais dire, on n'a pas d'étapes qui se font à très haute température. Vous vous souvenez, le relargage du CO2, c'est de la vapeur d'eau à 100 degrés. Autant qu'on comprenne le procédé Global Carbon Engineering, pardon, là, il semble que stop and go soit un petit peu plus difficile à faire. Et je pense que derrière la question, il y avait est-ce que ces technologies peuvent s'adapter à l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, je pense que la première, avec l'absorption, sera plus facile à gérer avec des stop and go que celle basée sur des cycles à queue. Je crois que j'avais une question également sur… Quelles sont les sociétés les plus en avance dans la capture directe? Alors, c'est vrai, je me suis focalisé sur les 3 startups qui ont été pionniers dans le domaine, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui émergent, hein, notamment en Angleterre. Donc, on voit que ça émerge un petit peu partout. Les plus avancés, à mon sens, sont les trois que j'ai cités, hein, qui ont commencé cette aventure il y a maintenant plus de 5 ans. Comme vous avez vu, ces startups ont agrégé autour d'elles des consortiums industriels et des consortiums industriels qui sont capables de mettre des moyens très conséquents pour le développement de la technologie. Donc voilà, je considérais que ces 3 startups sont très avancées, même si, à mon sens, il va y avoir plein d'initiatives de par le monde autour de cette capture directe de CO2, parce qu'encore une fois, il faut le lier à l'usage. Qu'est-ce qu'on va faire du CO2? Et Climeworks, par exemple, a été extrêmement astucieux, hein, pour faire ses premiers projets avec une utilisation directe ou un captage direct du CO2, donc lier la production à l'usage. Donc, pour moi, c'est Climeworks, Global Thermostat et Carbon Engineering, mais beaucoup d'autres vont rejoindre, j'allais dire, cette dynamique autour de la technologie de capture directe du CO2. Pour rester dans le même type de questions, et ensuite on passera à un autre type de questions qui élargit un peu le problème, j'ai deux questions à te poser. La première, dans le deuxième procédé là, de Carbon Engineering, pourquoi ils s'enquiquinent à passer par KOH et pas directement partir avec CAO? CAO plus CO2, ça donne CaCOH 2 fois, et puis le brûler. Pourquoi? Parce que ça marchait assez bien. Moi, j'ai travaillé dans le passé sur cette affaire-là, et justement sur une chose qui était intéressante, et c'est ce que tu as dit à propos des 800, de la température supérieure à 800 degrés pour décomposer la chaux éteinte et la transformer en chaux vive. On travaillait à l'époque avec le four solaire. Et le four solaire, c'est gratuit, hein, et ça marche, ça monte à 1200, 1300 degrés sans aucun problème, et c'était très efficace. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu cette opération. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Et puis la première question, donc pourquoi CaOH? Alors, pourquoi CaOH? Passer par KOH? Bien sûr, parce qu'on pourrait supprimer le premier cycle, finalement, c'est ce que tu dis. Alors, il semble, mais ça aussi, c'est par les informations qu'on arrive à avoir, que la capture est beaucoup plus efficace avec KOH, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que tu as à traiter des grandes quantités d'air, hein, dans ces contacteurs. Donc, en fait, l'efficacité du captage de CO2 est un critère clé pour la première boucle. Et ce qu'on comprend, c'est que KOH est beaucoup plus efficace que CaOH de fois pour faire ça. Non, CAO, pas CaOH. CAO, excuse-moi, c'est CAO. Donc là, pour nous, c'est ce qu'on comprend, c'est simplement une efficacité de captage et une optimisation du process. D'autre part, l'échange calcium-potassium, quand on regarde l'ingénierie qui a été publiée, ça ne paraît pas comme être quelque chose de très difficile et de très énergivore. Et même en termes de CAPEX, ce n'est pas une partie significative de la technologie. Voilà, donc ça n'ajoute pas, j'allais dire, des gros problèmes. Après, sur les 800 degrés, bah oui, c'est clair que là, c'est le point faible de cette technologie. Elle est très efficace pour le captage. Le problème, c'est la décomposition du carbonate de calcium à très haute température. Donc là, énergie non carbonée, hein, ça pourrait être du solaire de puissance aussi, hein, tu as raison. Mais il est clair que pour cette étape-là, il va falloir une source d'énergie décarbonée si dans le processus dans son ensemble ne fait pas sens. Bon, j'ai encore quelques questions. Donc de M. Schumer, comment capter le méthane beaucoup plus nocif que le CO2? J'ai une autre question de M. Rousineau. Peut-on trouver un article scientifique de la technologie développée par Climeworks ou uniquement un brevet?
Et puis, il y a M. Girardon qui te remercie pour cette présentation très captivante. Capter le méthane. Ah, là, j'aurais peut-être besoin de l'aide de David. Le méthane va être, ou de Madame Santos Moreau, je pense que le méthane va être beaucoup plus difficile à capter parce que la molécule de méthane est moins réactive que la molécule de CO2. Hein. Donc, elle ne va pas réagir, je ne sais pas moi, avec des amines, par exemple. Hein. Donc, à ce moment-là, il faudrait faire de l'absorption, absorption sélective du méthane. Peut-être ça serait possible avec des morphes hein, qui pourraient être faits spécialement pour capturer le méthane, mais je pense que là, l'absorbant aurait un coût extrêmement élevé. Donc, je ne suis pas au courant, mais simplement peut-être parce que je n'ai pas lu les bons papiers, de captage direct du méthane de l'air, mais ça me semble extrêmement difficile parce que la concentration du méthane est encore plus faible que celle du CO2. Donc déjà, là, on a un problème de concentration. Et je ne suis pas sûr qu'on ait des matériaux sélectifs pour le méthane. Si, moi, tu me permets Voilà. des nanotubes de carbone dopés, on arrive à absorber sélectivement du CH4. Oui, mais alors après se pose le problème du coût de l'absorbant. C'est comme les MOF. Je sais qu'il y a des MOF qui ont été décrits spécifiquement pour le méthane, mais après, on arrive à des matériaux dont le coût va être… Mais les nanotubes de carbone, c'est pas cher. Hein. Bon, ok. Bon, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur ce captage de méthane. Alors, je ne connais pas de technologie spécifique et surtout de démonstrateur aujourd'hui. Je dirais la première solution, c'est de limiter au maximum les émissions de méthane, même si on sait qu'il peut y avoir des émissions de méthane naturelles. Et là, je dois souligner qu'il y a énormément de développement de technologies pour mesurer ces émissions de méthane, et entre autres par les satellites. Et des études récentes d'un satellite européen montraient que les émissions de méthane étaient relativement importantes sur les champs de gaz aux États-Unis par rapport à des champs de gaz en Russie. Donc là, il y a une certaine, presque je veux dire, une compétition sur les émissions fugitives de méthane à travers le monde. Et puis, il y a l'émission des méthanes naturels, comme vous l'avez dit, qui provient des plantes hein, directement. Hein. Il y a beaucoup d'arbres qui émettent du méthane. Et Marc, je me souviens plus. Il y avait une autre question aussi, je me souviens plus. Alors, les autres questions, c'était… alors, attends, j'essaie de me retrouver dans ma liste. Peut-on trouver un article scientifique de la technologie développée par Climworks ou uniquement un brevet? Oui, il y a un papier, c'est ce que j'ai mentionné dans le développement. En 2017, ils ont publié un papier scientifique assez détaillé sur leur technologie. Alors depuis, il y a eu des progrès de la technologie, mais ce papier quand même est pas mal. Et il y a un papier à Chemical Review sur la capture directe du CO2, hein, qui date d'à peu près 2 ans et qui est très très bien rédigé et qui décrit relativement bien toutes ces technologies. Donc c'est relativement facile à trouver en cherchant par mots-clés. Alors j'ai une autre question qui est à la fois pour Monsieur Nevicato et pour toi, Régis. C'est peut-on capter le méthane par ultracentrifugation? J'en ai aucune idée. Moi non plus. Aucune idée. Bon, je suis preneur si vous avez des Une autre question de M. Nevicato. Pour M. Nevicato, Total travaille-t-il sur la capture directe? On dirait, comme bon nombre de sociétés, on regarde bien sûr ce sujet-là et ça passait ces dernières années par je dirais, une veille très active et très large. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur le matériau, en fait, pour le captage, parce que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut d'abord travailler pour réduire la demande énergétique, et aussi sur l'intégration de ces installations dans des architectures où il y a de l'énergie zéro carbone à bas coût. Donc c'est un sujet que l'on regarde et je dirais plutôt au niveau académique et aussi avec quelques startups. Enfin, j'ai
commentaire de M. Girardon encore, CH4 est très peu soluble dans l'eau par rapport au CO2, on s'en le sait, mais je ne vois pas pourquoi, en quoi ça pourrait nous aider plus pour le captage de CH4. Voilà, j'ai épuisé le stock de questions, donc il est 10h50, ce qui nous laisse une pause café bien plus longue que prévu, ce qui est pas mal, à moins qu'il y ait d'autres commentaires ou d'autres questions qui arrivent. Et donc, nous allons couper l'émission, nous, là, sur notre réseau spécial. Et je vous propose, comme on a beaucoup de temps, au lieu de l'ouvrir à 11h, ben non, c'est bon, non, on va de 10h40, ah oui, de 10h50, ah non, on n'a que 10 minutes, en fait, de pause café. Donc, on rouvre non, pardon, je me trompe. Non, non, oui, c'est ça. On a une pause café de 11h à 11h20. Comme il est 10h50, on va couper maintenant et je vous propose de rouvrir le débat à 11h15, qui nous laissera un peu de temps pour terminer les choses. Merci à tous.